Ce que tes ancêtres mangeaient vraiment te dégoûterait. Ouvre ton frigo, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Une brique de jus d'orange, peut-être des restes d'hier soir, un yaourt qui approche de sa date limite. Tu ouvres ce frigo plusieurs fois par jour sans y penser, parfois sans même avoir faim. Juste par réflexe, juste parce que quelque chose en toi cherche. Et si je te disais que ce geste anodin, cette habitude que tu as prise depuis l'enfance, n'a absolument rien d'anodin, qu'il s'agit en réalité d'un programme biologique, gravé dans ton cerveau depuis 3 millions d'années, ce que tes ancêtres mangeaient pour survivre était si brutal, si éloigné de ton quotidien, que si on te montrait un repas typique d'il y a 100 000 ans, tu ne reconnaîtrais probablement pas ce qu'il y a dans l'assiette. Certains chapitres de cette histoire alimentaire sont si sombres que les archéologues eux-mêmes ont hésité à publier leurs découvertes. Et pourtant, tout ce que tu ressens aujourd'hui face à la nourriture, chaque envie, chaque faiblesse, chaque obsession, trouve son explication directe dans ce passé que tu ignores. Alors, installe-toi, parce que ce que tu vas apprendre sur toi-même risque de changer définitivement la façon dont tu te regardes. Les vrais premiers humains. Pour vraiment comprendre ce que mangeaient tes ancêtres, il faut effacer l'image du chasseur courageux armé d'une lance. Cette image est un mensonge romantique que le cinéma nous a vendu pendant des décennies. La vérité est beaucoup moins glorieuse et beaucoup plus fascinante. Il y a environ 3 millions d'années, les premiers membres du genre humain n'étaient pas au sommet de la chaîne alimentaire. Ils étaient quelque part vers le milieu, coincés entre les grands prédateurs et les proies. Concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils arrivaient, après tout le monde. Un lion tue une antilope, dévore les organes, les muscles, tout ce qui est tendre et calorique. Les hyènes arrivent ensuite, brisent les os moyens, lèchent la graisse qui reste sur les carcasses. Et tes ancêtres arrivaient en dernier. Ils récupéraient ce que même les hyènes ne pouvaient pas utiliser, les os longs, épais, compacts, comme les fémurs de grands herbivores. Aucun prédateur ne pouvait les ouvrir. Mais tes ancêtres, eux, avaient développé quelque chose d'unique dans le règne animal. Une main capable de saisir, de contrôler, de frapper avec précision. Et avec de simples éclats de pierre taillée, ils fracassaient ces os. Ce qu'ils trouvaient à l'intérieur allait transformer l'histoire de l'espèce humaine. La moelle osseuse, un liquide épais, gras, dense en calories, caché au cœur des os les plus solides. Pour un ancêtre qui vivait dans un environnement imprévisible, où la prochaine source de nourriture pouvait être à plusieurs jours de marche, ce que contenait un fémur d'antilope représentait une fortune biologique. Les graisses animales concentrent une quantité d'énergie que rien d'autre dans la nature ne peut égaler à volume équivalent. Et tes ancêtres le savaient intuitivement, même sans connaître le mot « calories ». Ils cherchaient la graisse parce que leur corps leur criait de la trouver. La cervelle suivait la même logique. Un crâne fracassé libère presque 500 grammes de tissu cérébral pur, une matière composée en grande partie de lipides complexes et de protéines denses. Aujourd'hui, quand tu te retrouves incapable de résister à un plat riche, quand une envie de fromage ou de viande grasse s'impose à toi avec une force qui dépasse ta volonté, c'est exactement ce mécanisme-là qui parle. Ton cerveau n'a pas oublié. Il continue d'envoyer les mêmes signaux qu'il y a 3 millions d'années. Parce que, dans le monde pour lequel il a été programmé, ignorer une source de graisse disponible pouvait littéralement te tuer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la survie inscrite dans ta biologie. Mais la graisse et la moelle n'étaient pas les seules choses au menu. Il faut parler des insectes, et il faut en parler sérieusement, parce que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ils constituaient une source nutritive fondamentale, et pas du tout un choix par défaut. Les termites, les larves de coléoptères, les vers blancs, les gros scarabées, tout cela était consommé régulièrement, méthodiquement, avec une expertise que des générations transmettaient aux suivantes. Une grosse larve blanche peut mesurer plusieurs centimètres et contenir autant de protéines qu'un morceau de viande équivalent, avec en plus des acides gras essentiels. Des populations contemporaines de chasseurs-cueilleurs
notamment en Afrique centrale et en Amazonie, pratiquent encore cette récolte avec une précision remarquable. Savoir quel tronc ouvrir, quelle saison choisir, quelles larves éviter. Ce savoir-là n'est pas primitif, c'est une science du vivant, accumulée sur des centaines de milliers d'années. Et ce qui est vertigineux, c'est que le dégoût que tu ressens probablement en lisant ces lignes n'a rien de naturel. Il est culturel, récent et géographiquement très localisé. 2 milliards de personnes sur Terre consomment encore des insectes aujourd'hui. Le dégoût, lui, est apparu avec l'agriculture et les normes sociales qui l'ont accompagné. Et puis, il y a eu le feu, ce moment précis où tout a basculé. Les traces les plus anciennes d'un foyer intentionnellement entretenu par des humains ont été retrouvées dans la grotte de Wonderwerk en Afrique du Sud. Elles datent d'environ 1 million d'années. Ce n'est pas juste une découverte archéologique parmi d'autres. C'est peut-être le moment le plus important de toute l'histoire biologique humaine. Et voilà pourquoi. Quand tu manges un aliment cru, ton système digestif doit déployer un travail chimique considérable pour en extraire les nutriments. Ça prend du temps, ça consomme de l'énergie et ton rendement calorique final est limité. Quand ce même aliment est cuit, les fibres sont partiellement brisées, les protéines dénaturées et rendues plus accessibles, les amidons transformés. Ton intestin fait 2 fois moins d'efforts pour 2 fois plus de résultats. Les paléoanthropologues ont remarqué quelque chose de frappant en observant les fossiles de nos ancêtres à partir de cette période. Les intestins rétrécissent. Le tube digestif se raccourcit progressivement, libérant de l'espace et surtout de l'énergie. Une énergie qui devait aller quelque part. Elle est allée au cerveau. Le cerveau humain est un organe extraordinairement gourmand. Il représente à peine 2% de ta masse corporelle, mais absorbe 20% de toute l'énergie que tu consommes. Alimenter une telle machine nécessitait une révolution alimentaire. La cuisson a rendu cette révolution possible. La diversification alimentaire. À partir du moment où le feu est maîtrisé, l'alimentation humaine explose en diversité. Ce qui était indigeste devient comestible. Ce qui était toxique, cru, devient nourrissant une fois chauffé. Les racines amylacées, les tubercules durs, les céréales sauvages, tout cela peut désormais être transformé, ramolli, concentré. Et il y a environ 300 000 ans, tes ancêtres commencent à ressembler à ce que tu es aujourd'hui physiquement et cognitivement. Ce qu'ils mettent dans leur bouche reflète cette complexité nouvelle. Des mammouths pour les grandes chasses collectives, qui mobilisent des dizaines de personnes, exigent une coordination, une communication, une stratégie. Des rennes et des chevaux sauvages dans les plaines glaciaires de ce qui sera plus tard l'Europe. Des poissons, des coquillages, des crustacés sur les côtes et le long des rivières. Et cette ressource maritime a joué un rôle considérable dans le développement cognitif humain, car les acides gras oméga 3 contenus dans les poissons gras sont précisément ceux dont le cerveau humain est friand. Des champignons, des baies, des noix, des graines sauvages, des œufs volés dans des nids accessibles au sommet d'une course ou d'une escalade risquée. Et au-dessus de tout ça, trônant comme le mets suprême, quelque chose que ton cerveau reconnaît encore instantanément et réclame avec une urgence qui te dépasse, le sucre, le miel. Pour comprendre ce que le miel représentait pour un humain du Paléolithique, il faut vraiment essayer d'imaginer un monde sans sucre disponible. Pas de fruits cultivés sélectionnés pour leur douceur, pas de jus pressé, pas de confiture, pas de chocolat. Rien. Des baies sauvages légèrement sucrées en saison, c'est à peu près tout ce que la nature offre spontanément. Et puis, une fois de temps en temps, si tu avais la chance, l'expérience et le courage nécessaires, tu tombais sur une ruche. Les Adzas, une communauté de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie, qui vit encore aujourd'hui selon des modes alimentaires proches de ceux du Paléolithique, consacrent une énergie considérable à la recherche du miel sauvage. Ils grimpent des arbres de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, bravant des centaines de piqûres, parce que rien dans leur environnement naturel ne concentre autant de calories sous un volume aussi réduit.
Quand ils atteignent la ruche, c'est une victoire absolue, une explosion sensorielle et énergétique sans équivalent dans leur quotidien. Et ce signal-là, cette récompense dopaminergique massive face au sucre concentré, ton cerveau l'a gardé intacte, en intégralité. Il ne fait aucune distinction entre le rayon de miel d'un acacia tanzanien et le fond d'un pot de Nutella. Pour lui, c'est la même information, ressources rares, valeur calorique extrême, stockée immédiatement. L'industrie agroalimentaire, c'est ce mécanisme précis que l'industrie agroalimentaire a cartographié, analysé et exploité avec une précision chirurgicale. Chaque aliment ultra transformé que tu trouves en supermarché est conçu pour activer ce circuit ancestral au maximum. Les sodas, les chips, les céréales du petit déjeuner, les sauces industrielles, les pains de mie, les barres chocolatées, tous ces produits ont en commun d'avoir été formulés en laboratoire pour déclencher en toi le même signal que le miel dans un arbre. C'est rare, c'est riche, mange tout maintenant et stocke le reste. Sauf que, dans le monde de tes ancêtres, cette ressource était réellement rare, réellement précieuse. Et les réserves de graisse constituées après une telle aubaine pouvaient littéralement te sauver la vie lors de la prochaine disette. Dans ton monde à toi, la ressource n'est jamais rare. Elle est omniprésente, disponible 24 heures sur 24, conçue par des équipes entières de scientifiques spécialisés en neurosciences alimentaires. Mais le programme biologique, lui, n'a pas été mis à jour. Il continue de fonctionner sur les paramètres d'un environnement qui a disparu il y a 10 000 ans. La résistance au sucre n'est pas une question de caractère. C'est un combat entre ton cortex préfrontal moderne et 3 millions d'années d'évolution. Et l'évolution a une avance considérable. Mais revenons à ce que les humains mangeaient réellement. Parce qu'il y a un chapitre que la plupart des documentaires évitent soigneusement, que les manuels scolaires passent sous silence, et que pourtant l'archéologie a documenté avec une rigueur implacable sur des dizaines de sites à travers le monde. Dans une grotte du Somerset, en Angleterre, baptisée Gough Cave, des fouilles menées depuis les années 80 ont mis au jour quelque chose que les chercheurs ont mis des décennies à interpréter correctement. Tellement les conclusions étaient difficiles à accepter. Des ossements humains datant d'environ 14 700 ans. Mais pas des ossements enterrés, pas des sépultures, pas des rituels funéraires au sens conventionnel du terme. Des crânes méticuleusement travaillés avec des outils en silex, le visage détaché, la base retirée, les bords soigneusement lissés jusqu'à ce que la calotte crânienne forme un récipient propre et utilisable. Des os longs, fracassés selon exactement la même technique que celle employée pour les os d'animaux, fendus dans le sens de la longueur pour en extraire la moelle. Ce n'était pas de la violence aveugle, c'était une pratique structurée, transmise, répétée. Et la découverte suivante rendait l'hypothèse de la famine impossible à soutenir. La même grotte contenait également des restes abondants de chevaux, de cerfs, de lapins sauvages. Ce n'était pas un endroit où des gens mouraient de faim et mangeaient ce qu'ils pouvaient. C'était un endroit où des gens faisaient des choix. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Human Evolution a calculé précisément la valeur calorique d'un corps humain, adulte moyen, environ 125 000 calories. Un bison en contient près de 600 000. Un mammouth adulte peut dépasser les 3 millions. D'un strict point de vue de l'efficacité nutritionnelle, un humain est une des proies les moins intéressantes qu'on puisse imaginer. Et pourtant, sur un os de l'avant-bras trouvé dans cette même grotte, une fois toute la chair prélevée et la moelle extraite, quelqu'un avait gravé un motif géométrique. Un zigzag répété, précis, appliqué. Ce n'était pas de la subsistance, c'était quelque chose d'autre. Des vestiges comparables ont depuis été identifiés en Allemagne, en France, en Espagne, en Croatie. Pendant des centaines de milliers d'années, sur des continents différents, des populations humaines distinctes ont pratiqué des formes variées de ce comportement. La question n'est plus de savoir si ça s'est passé. La question est de comprendre pourquoi. Et cette réponse-là, personne ne l'a encore complètement.
La viande avariée. Il y a un autre chapitre de notre histoire alimentaire dont on parle encore moins. Peut-être parce qu'il déclenche un réflexe de dégoût encore plus puissant que tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Tes ancêtres mangèrent de la viande avariée. Pas par accident, pas par désespoir absolu, de façon délibérée, régulière et selon certaines hypothèses, parfois préférentielles. Quand un groupe de chasseurs abattait un grand animal, il était physiquement impossible d'en consommer la totalité avant que la décomposition ne commence. Les solutions de conservation disponibles étaient limitées. Enterrer la viande, la cacher dans des cavités rocheuses fraîches, l'immerger dans des cours d'eau froids. Mais même dans ces conditions, après plusieurs jours ou semaines, la viande était couverte de larves, traversée d'odeurs âcres, transformée par l'action de bactéries et de champignons. Ils la mangeaient quand même. Et voici ce que la biochimie nous apprend là-dessus. La viande en décomposition est partiellement prédigérée par les micro-organismes qui la colonisent. Ces protéines sont dégradées en acides aminés plus immédiatement accessibles. Certaines bactéries synthétisent des vitamines du groupe B, notamment la B12 absolument, indispensable au système nerveux. Le corps humain, façonné par des millions d'années de coévolution avec ces pratiques, possède des défenses digestives qu'on sous-estime largement. La fermentation. Ce qui rend cette histoire particulièrement vertigineuse, c'est de réaliser qu'elle ne s'est pas vraiment terminée. Elle s'est juste raffinée, domestiquée, codifiée sous des formes socialement acceptables. Tout ce que la culture occidentale contemporaine considère comme des délicatesses gastronomiques est fondamentalement du processus de décomposition contrôlée. Le fromage à pâte molle dont l'odeur te prend à la gorge dès l'ouverture du papier. Le jambon cru, affiné pendant 24 mois dans des caves à humidité contrôlée. Le vin, résultat d'une fermentation alcoolique qui est littéralement la mort de sucre par des levures. La bière, la sauce soja, les cornichons, le kimchi, le pain au levain, toutes ces traditions culinaires millénaires reposent sur le même principe fondateur. La transformation d'un aliment par l'action de micro-organismes. Ce que tes ancêtres faisaient naturellement dans une grotte ou un terrier, les humains l'ont progressivement appris à maîtriser, à reproduire, à perfectionner. Mais l'attrait biologique pour ces saveurs complexes, fermentées, légèrement putrides, qui déclenche en toi quelque chose d'indéfinissable, cette attirance ne vient pas d'une fromagerie artisanale en Normandie. Elle vient de la savane, il y a des centaines de milliers d'années, d'une viande cachée dans une anfractuosité rocheuse et retrouvée 2 semaines plus tard. L'expérience de pensée. Maintenant, fais une chose. Imagine un être humain en parfaite santé, intelligent, bien nourri, quelqu'un de ton époque, déposé dans la savane africaine il y a 50 000 ans, sans aucun équipement. Pas d'outils, pas de couteau, pas de briquet, pas de carte. Juste lui dans ce paysage. Combien de temps survivrait-il? La réponse honnête est très peu. Il ne saurait pas distinguer les plantes comestibles des toxiques. Il ne saurait pas trouver de l'eau en saison sèche. Il ne serait pas capable de fracasser un os à la bonne technique pour en extraire la moelle sans se blesser. Il ne pourrait pas grimper aux arbres avec l'agilité nécessaire, courir suffisamment vite ou longtemps, lire les pistes d'animaux dans la poussière. Tous ces savoirs-là sont le résultat d'apprentissages transmis sur des générations, de corps façonnés par des millénaires de pratiques, de sens aiguisés par une vie entière d'exposition. L'intelligence ne suffit pas, le savoir brut ne suffit pas. Et maintenant, inverse l'expérience. Prends un homme ou une femme de cette époque, Homo sapiens, anatomiquement identique à toi, et dépose-le dans ta cuisine moderne. Ce qu'il verrait dépasserait l'entendement. Un liquide sucré-froid, enfermé dans un cylindre de métal. Du pain cuit par une machine, en tranches régulières, sous plastique. Du lait conservé pendant des semaines sans caillage. Des fruits tropicaux, en plein hiver, dans une région où ils n'ont jamais poussé. Pour lui, ce serait la salle des trésors d'une divinité. Conclusion. Pendant 3 millions d'années,
Sans exception, chaque être humain sur cette planète a connu la faim. Pas la petite faim de 18 heures qui te fait regarder ton téléphone en cherchant une livraison. La faim réelle. Celle qui dure des jours, celle qui affaiblit les jambes et trouble le jugement, celle qui fait que les enfants ne pleurent plus parce qu'ils n'ont plus l'énergie pour pleurer. Cette réalité-là était le fond sonore permanent de l'existence humaine, depuis ses origines jusqu'à une époque extrêmement récente. Et c'est dans ce contexte-là, et seulement dans ce contexte-là, que tous tes comportements alimentaires actuels prennent un sens. L'impossibilité de s'arrêter de manger quand tu as commencé quelque chose de bon. L'attraction irrésistible vers tout ce qui est gras, sucré, salé simultanément. La difficulté à ne pas finir ton assiette, même quand tu n'as plus faim. La tendance à grignoter le soir sans raison apparente. Aucun de ces comportements n'est un défaut de caractère. Aucun d'entre eux n'est une faiblesse morale. Ce sont des stratégies de survie parfaitement calibrées pour un monde qui n'existe plus. Mais que ton corps attend toujours, quelque part au fond de toi, dans cet endroit que l'évolution n'a pas encore eu le temps de réécrire. La prochaine fois que tu ouvriras ton frigo sans avoir faim, tu sauras exactement ce qui se passe. Un programme vieux de 3 millions d'années qui cherche encore la prochaine moelle, le prochain rayon de miel, la prochaine réserve qui pourrait te garder en vie jusqu'à demain. Si ce sujet t'intéresse, like la vidéo et abonne-toi pour recevoir plus de vidéos.